partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour ce journal. Suivons tout de suite les titres. Le Forum du jeune cacaoculteur et chocolatier dans moins de 15 jours, une 3e édition pour renforcer l'intérêt des jeunes pour la culture du cacao et permettre aux producteurs de maîtriser les outils réglementaires pour une cacaoculture durable, un cadre d'échange qui prépare déjà les prochaines années de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est sur la liste grise du classement GAFI, le groupe d'action financière. Ce n'est pas une sanction et on vous explique tout dans ce trésor. Il s'agit d'une surveillance renforcée pour remédier aux déficiences stratégiques du régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En accompagnement, plus sur les mesures prises par la Côte d'Ivoire. Et puis l'actualité internationale dominée par la présidentielle américaine encore, avec les félicitations des chefs d'État du monde entier à Donald Trump, 45e et maintenant 47e président des États-Unis, malgré les péripéties de la campagne, tentative d'assassinat, inculpation, même condamnation pénale. C'est en triomphe que le républicain regagne la Maison-Blanche et on en parle dans ce journal. Mais avant, la Côte d'Ivoire et le Congo, c'est une coopération qui veut écrire davantage la prospérité des secteurs économiques, touristiques, mais aussi culturels par un forum économique, un forum qui a pour but de créer des opportunités d'affaires pour les entreprises ivoiriennes au Congo, mais aussi de proposer des offres dans le secteur agro-industriel. 5 accords ont même déjà été signés entre les deux pays, selon ce compte-rendu de Régis Kofi et Ambroise Assema. Brazzaville, capitale de la République du Congo, palais des congrès. C'est ici que la Côte d'Ivoire et le Congo affichent à nouveau leur amitié, main dans la main, autour d'un forum économique Côte d'Ivoire-Congo, à l'initiative de l'ambassade ivoirienne au Congo. Les objectifs sont clairs. D'abord, échanger les bons procédés et même des contrats. Le Congo, vraiment, est la porte d'entrée de l'Afrique centrale. Et il y a tout à faire ici. Véritable point de rapprochement, ce forum met donc en lumière les potentialités économiques, culturelles et touristiques visant le rapprochement des structures étatiques et des opérateurs économiques des deux pays. Si au Congo, ici, l'accent est mis sur le pétrole, nous avons des acteurs du secteur privé ivoirien qui sont intéressés et qui exercent déjà et donc qui vont développer cet aspect ici et que des partenariats à ce niveau soient tissés et que nous puissions créer ensemble des entreprises où nous avons un actionnariat diversifié. Le Congo, 3e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne et son important massif de forêts tropicales continues offre de nombreuses opportunités d'affaires. Le Congo est un pays producteur de pétrole, aujourd'hui exportateur de gaz aussi, mais la Côte d'Ivoire aussi est rentrée dans la production de pétrole. Et donc une coopération sud-sud à ce niveau se développe déjà assez bien avec Petroci et la Société nationale des pétroles du Congo. Donc nous allons dynamiser cette expertise, mais surtout l'agriculture. Dans cette collaboration, un accent particulier est mis sur l'agriculture. Nos deux chefs d'État se sont rencontrés à plusieurs reprises et leur vision, c'est d'aller à la transformation structurelle de nos économies qui passe forcément par la transformation aussi de nos produits agricoles. Je crois qu'en étant ici, l'objectif c'est de pouvoir échanger et de faire en sorte que chacun puisse se nourrir de la différence de l'autre. 5 accords de partenariat ont été signés dans le cadre du renforcement de la coopération agricole. La coupure du ruban et la visite du stand ont mis un terme à cette cérémonie d'ouverture. Le Forum économique Côte d'Ivoire-Congo s'achève le 21 novembre prochain. Au menu, des panels et des rencontres B2B. Et maintenant, l'actualité de leur brin ivoirien, le cacao. Il se prépare le 3e Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier. Qui dit jeune dit avenir. Alors c'est un forum qui se positionne sur les perspectives d'avenir de la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Le pilier de notre économie devra switcher sur des solutions d'exploitation plus durables et innovantes en intégrant les principes de l'écologie, en suscitant également les jeunes pour préparer la future génération de cacaoculteurs. Constant Kokora et Souleymane Donissangou nous en disent plus.
mobiliser et former une nouvelle génération de cacaoculteurs capables de relever les défis du développement et proposer des solutions innovantes. C'est tout l'enjeu de la 3e édition du Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier. Placé sous le thème « La contribution des jeunes pour une cacaoculture durable en Côte d'Ivoire », ce forum sert de cadre de formation pour les jeunes afin de les orienter vers les nouveaux défis de la filière. Les défis qui vont s'imposer aujourd'hui dans la transformation de la cacaoculture, les défis qui vont s'imposer dans aujourd'hui même les nouvelles plantations, parce qu'il faut des normes, avoir des nouvelles plantations qui vont produire un nouveau cacao qui sera commercialisé. Et donc ce sont ces défis-là que nous voulons que les jeunes puissent transformer en opportunités. Opportunités créatrices d'emploi, opportunités d'employabilité de notre jeunesse. Et donc aussi, il faut pouvoir aider les jeunes dans cela. Avec pour ambition de préserver l'environnement et celle de garantir l'avenir du cacao face aux nouvelles exigences mondiales en matière de durabilité, ce forum intervient comme une plateforme de réflexion, de plaidoyer et d'action pour la nouvelle génération. On est parti d'un constat que déjà les producteurs sont vieillissants, les vergers sont vieillissants. Et si la nouvelle génération que nous sommes ne prenons pas à bras le corps la filière cacao, la Côte d'Ivoire risque de perdre sa première place de producteur mondial de cacao. Organisée par l'Union interrégionale des coopératives et café cacao de Côte d'Ivoire, cette rencontre va durant 2 jours mettre en avant les acteurs de la filière qui se sont démarqués par leurs actions. Plus de 4000 participants sont attendus. Et nous venons à ce sujet sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI. On en a tous entendu parler en fin de mois d'octobre. Liste grise, classement pour un accompagnement. On vous explique tout. Il s'agit en clair d'une liste de juridictions sous surveillance renforcée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. De façon pratique, la Côte d'Ivoire bénéficiera d'un accompagnement du GAFI contre les activités financières criminelles. C'est une action complémentaire à la série de mesures déjà adoptées par notre pays. Explication complémentaire avec Jean-Michel Quadio et Jean-Luc Bangbo. Le blanchiment de capitaux, un phénomène face auquel les récents outils et réformes du gouvernement enregistrent des avancées. 68 actions réalisées sur 82 recommandations, soit un taux de 83% de réformes réalisées. Le résultat de l'évaluation faite par le groupe d'action financière GAFI entre 2023 et 2024. Il y a 14 points qui ont été adressés à la Côte d'Ivoire pour pouvoir se mettre à niveau, comme on a dit, corriger les lacunes qui ont été identifiées. Donc je pense que nos autorités ont déjà anticipé dessus et mis en place un plan de réponse. Ce résultat positionne ainsi la Côte d'Ivoire sur la liste grise à l'instar de l'Algérie, de l'Angola et du Liban. Il s'agit là des pays devant être assistés en vue d'une amélioration en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ce qui passe par le renforcement de la supervision des institutions financières avec inspection ciblée, l'actualisation des listes de sanctions sans délai des Nations Unies, entre autres réformes sur la liste des 14 restantes. La liste grise, c'est la liste des pays qui ont mis en place un système de lutte contre le blanchiment de capitaux, mais qui présentent encore quelques lacunes dans l'efficacité de ce système. L'argent qui est issu du blanchiment de capitaux, c'est-à-dire l'argent qui est issu du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, c'est de l'argent qui échappe à toute taxation de l'État. Donc l'État n'a pas de contrôle sur cet argent-là. Or, on sait que c'est la taxation qui permet à l'État de se financer et donc de financer aussi des projets de développement économique et sociaux. Le blanchiment de capitaux aussi, ça fait fuir les investisseurs parce qu'un pays qui est considéré comme un pays qui encourage les activités criminelles, les gens auront peur d'investir. Donc c'est toutes ces implications-là dans notre quotidien qui nous poussent à lutter contre ce phénomène. Objectif de ces engagements, renforcer l'efficacité et la durabilité des réformes pour répondre aux normes du GAFI. Voilà, qui est maintenant clair sur cette liste grise. En économie, on fonctionne sur la base de données fiables pour davantage répondre aux exigences des réseaux financiers mondiaux. Les services statistiques ministériels renforcent leurs capacités sur les nouvelles méthodes de collecte de données. Explication par Julien Gogo et Sidonie Davila. L'Agence nationale de la statistique met en place une nouvelle méthode de collecte de données. Avant sa mise en pratique dans les services, un renforcement de capacité des statisticiens des différents ministères est initié. En notre qualité d'Agence nationale de statistique, nous sommes là à cet atelier pour renforcer la capacité de tous les sectoriels en matière de collecte de données digitalisées, notamment les nouvelles méthodes de collecte de données. Bénéficiaire de cette formation, Audi Francine Davila, statisticienne au ministère de la fonction publique,
explique les acquis. Ça nous permettra d'accroître nos connaissances et de maîtriser les rouages en matière de collecte de données pour ainsi produire des données de qualité. Cette nouvelle méthode de collecte de données s'appuie sur le digital. Elle va permettre de fournir des données fiables pour une meilleure planification des actions de l'État. L'objectif général de cet atelier est d'assurer la diffusion des techniques modernes de collecte de données auprès des services ministériels en vue d'améliorer leur performance dans la collecte de données. Des objectifs spécifiques qui sont de faire l'état des lieux des techniques de collecte de données, d'essayer de voir pour l'ensemble des techniques, pour certaines, quels sont les avantages et les inconvénients, et enfin des cas pratiques. Une prestation en plénière, des échanges et discussions avec les participants ont été au cœur de cette formation. L'atelier s'est achevé par un cas pratique de manipulation d'outils de collecte de données. Sur les espaces portuaires, on améliore aussi les prestations avec en vue la sécurité des marchandises dangereuses transportées en vrac. En tout, 25 auditeurs des pays du Golfe de Guinée se forment à Abidjan. Ils en sortiront avec des compétences réglementaires et techniques sur la sécurité, sur toute sécurité, sur la sécurité des opérations de chargement, d'arrimage, d'expédition et même de déchargement des cargaisons solides en vrac. Développement avec Lanciné Bakayoko. Objets explosifs, gaz, liquide inflammable, matières infectieuses ou radioactives. Ce sont quelques marchandises dangereuses dont le transport en vrac par voie maritime cause des risques aussi bien pour l'environnement que pour la vie humaine. D'où ces sessions de formation ici à Abidjan en direction de 25 auditeurs du Golfe de Guinée. L'Afrique a connu en 2022 une augmentation notable du trafic de marchandises transportées en vrac. Le continent a vu une hausse de 2,5% des escales de transporteurs de vrac secs et de plus de 5% des escales de vraquiers liquides. Malheureusement, les activités liées au transport, au stockage et à la manutention des marchandises transportées en vrac sont encore sujets à beaucoup de lacunes. Certains ports présentent des risques industriels élevés, tels la pollution, les explosions et incendies. L'incendie survenu le 7 septembre 2024 à Pointe-Noire au Congo, qui a ravagé une partie des installations, rappelle l'importance et même l'urgence de renforcer les pratiques sécurité. Il s'agit donc de garantir la sécurité des espaces portuaires à travers l'application rigoureuse des règles. Chaque acteur dans la chaîne de traitement des marchandises dangereuses, qu'il soit administration, port ou entreprise, devrait avoir la pleine connaissance et la maîtrise de ses attributions afin d'éviter des erreurs qui auraient des conséquences fatales pour nos économies. En plus du transport, le stockage et la manutention des marchandises en vrac, notamment dans les terminaux polyvalents, minéraliers et céréaliers, constituent également des défis importants. Les marchandises qui parviennent sur nos ports par des mécanismes commerciaux internationaux. Et sur ce point, intéressons-nous à cette instruction donnée aux journalistes sur la ZLECAf. L'ambition est de donner aux médias la bonne compréhension sur ce système de commerce intra-africain. Jean-Michel Quadio et Jean-Marc Djadji nous en disent plus. Avec son marché unique de 1,3 milliard de personnes, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, vient faciliter le commerce intra-africain. Pour promouvoir ce marché, les journalistes sont invités dans l'exercice de leur métier à accorder un intérêt particulier aux activités de l'institution. C'est ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de s'entendre, c'est de se mettre d'accord sur la bonne stratégie pour que la communication puisse être bien faite. Et donc, à notre niveau, ce qui nous intéresse, c'est que le comité national nous apporte les informations qu'il faut et puis à nous de les relayer. Cet afterwork est l'une des nombreuses initiatives du CNZLECAf pour renforcer les capacités et approfondir la compréhension des acteurs de la communication sur les enjeux de l'accord de la ZLECAf. On a besoin des médias traditionnels, on a besoin des médias digitaux, on a besoin vraiment de faire comprendre à tout un chacun que le gouvernement ivoirien et l'ensemble des autorités et tous les acteurs économiques sont pleinement impliqués dans cette problématique qu'est la ZLECAf. Cette séance d'information à l'endroit des journalistes de toute presse confondue est l'une des étapes de la ZLECAf dans sa politique institutionnelle pour une bonne compréhension de ses actions.
Et revoilà le projet de zone économique spéciale Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso, aussi appelé SKBO. Les experts en intégration ont participé récemment à une consultation sur la relance de ce projet lancé depuis 2018 à Sikasso, c'était au Mali, avec l'ambition d'exploiter les potentialités agricoles et minières des zones transfrontalières. On en sait plus avec Souleymane Donisongo. La Direction générale des politiques d'intégration initie la présente rencontre des consultations afin de recueillir les avis des acteurs sur le projet de création de la zone économique spéciale Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso. Initiateur, le directeur général des politiques d'intégration du ministère des Affaires étrangères souligne les enjeux. Il est important de mettre tout un ensemble de processus, mais aussi de mettre en place un ensemble d'engagements, un ensemble d'avis, de réflexion des parties prenantes, c'est-à-dire déjà les populations, à travers nos collectivités territoriales, les parties prenantes, les démembrements de l'État, mais surtout les partenaires techniques au développement, afin que nous puissions transformer nos zones transfrontalières, nos zones frontalières, en zones d'attractivité et en zones de développement. Le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONIDI, souhaite apporter une plus-value à cette initiative. Cette initiative représente réellement pour nous l'opportunité d'appuyer la Côte d'Ivoire, d'appuyer les pays membres de cette initiative et je pense surtout très importante pour les populations. C'est l'opportunité de pouvoir développer une zone transfrontalière, de pouvoir faire en sorte que cette zone puisse connaître aussi un développement industriel, ce qui est très important. Ce rendez-vous doit pouvoir contribuer à recueillir les avis des acteurs et à approfondir l'examen du rapport d'étude des pré-faisabilités et la réflexion sur la création de la zone économique spéciale dans l'espace SKBO. Et un projet qui se réalise et dont profitent déjà les populations, c'est en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la TNT. Elle se déploie dans l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Kabadougou, à Gbélégbang, où les populations ont désormais accès aux 7 chaînes nationales, sans interruption et même en cas d'intempéries. Soro Corona. La télévision numérique terrestre TNT est désormais fonctionnelle dans le département de Gbélégbang, région du Kabadougou. Gbélégbang faisait partie de certaines localités appelées zones blanches qui ne recevaient pas encore la TNT. La bonne nouvelle a été annoncée par la société ivoirienne de télédiffusion IDT à l'occasion d'une rencontre d'information et de sensibilisation en présence des différentes couches sociales. Les échanges ont tourné autour des explications sur le passage du système analogique au numérique, les avantages de la TNT, les questions techniques, notamment la distribution et l'installation des kits TNT. L'avènement de la TNT à Gbélégbang est une source de joie et de satisfaction pour nous parce que désormais, fini ces problèmes de coupure intempestive. La télévision quand il pleut ou quand il y a grand vent. Depuis 2019, on a des nouvelles chaînes en Côte d'Ivoire. Si vous mettez vos anciennes antennes, l'RTI, si vous branchez ça, vous n'allez rien recevoir. Nous sommes en télévision numérique, ce qui nous permet de recevoir plusieurs chaînes. Des kits TNT ont été distribués aux autorités administratives et municipales par le représentant du directeur général de IDT. Sita Ouattara, maire de Gbélégbang, salue le geste du directeur général de IDT pour l'équipement du foyer des jeunes en poste téléviseur et aussi le déploiement de la TNT dans la localité. Elle invite les populations à s'approprier les kits TNT. La TNT qui a multiplié les besoins en contenu audiovisuel en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, au Salon ivoirien du contenu audiovisuel, SICA 2024, on répond à ce besoin et même mieux, on offre aussi les dernières technologies pour le bonheur des consommateurs. On y prépare l'audiovisuel de demain en tenant compte des acquis actuels. Didier Nguessan nous emporte dans ce voyage au cœur de l'innovation. On regarde. Lunettes intelligentes permettant de suivre un film tout en vaquant à ses occupations. Écran de télévision tactile, manipulable sans télécommande. Des technologies futuristes que découvre ce visiteur venu de France pour participer au Salon international du contenu audiovisuel SICA 2024. On sent que le niveau technique monte d'un cran, arrive à des standards internationaux. C'est plus grand, plus intéressant. Il y a des acteurs d'un peu partout, en fait, pas seulement ivoiriens.
Donc c'est intéressant au niveau des échanges, ça nous permet aussi de comprendre un petit peu les tendances actuelles. Au stand du ministère de la Communication, un parcours immersif retrace l'évolution de l'audiovisuel des premiers postes de télévision aux dernières avancées numériques, offrant aux participants un aperçu du passé, du présent et du futur du secteur en perpétuelle transformation. Au cours de cette exposition, nous avons essayé de montrer le matériel qui avait été utilisé avant pour faire de la production audio, le matériel présent et puis le matériel futur. Il a aussi également été question de rendre hommage aux pionniers et aux figures emblématiques qui ont quand même impacté ou influencé l'espace audiovisuel de la Côte d'Ivoire. Autre innovation, une application développée par le ministère de la Culture et de la Francophonie qui permet de suivre chaque mois la programmation des entrées des films diffusés en Côte d'Ivoire. Pour le QR code est là, scanné, vous avez tout ce qui est information sur les entrées des films. Comment les films se comportent sur le marché ivoirien, les entrées des salles, les différentes salles qui sont disponibles au niveau de la Côte d'Ivoire. Le SICA 2024 se veut un rendez-vous d'échange entre les acteurs du domaine. Pour les jeunes passionnés d'audiovisuel, ce salon représente bien plus qu'une simple exposition. C'est l'occasion de rencontrer des professionnels, de poser des questions et de plonger dans le monde de la production et de la technologie audiovisuelle. Aujourd'hui, je suis venue au SICA pour voir un peu comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que le salon se déroule et les différents participants. J'ai vu le stand de la TNT, j'ai vu le stand du ministère de la Communication et voilà, je suis aussi venue voir les différentes opportunités qu'on pourrait avoir. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai pu connaître certains dévanciers qui m'ont beaucoup conseillé, m'ont donné certaines techniques, certaines bases pour mes réalisations filmiques. Le SICA 2024 s'affirme comme un moteur de réflexion et d'innovation pour le secteur audiovisuel en Afrique, accueillant ceux qui imaginent des contenus de demain et ceux qui souhaitent en comprendre les rouages. Voilà, le salon prend fin aujourd'hui, alors n'hésitez pas à vous rendre à l'Hôtel Ivoire pour visiter les derniers stands encore ouverts. L'institution collabore donc avec les talents et experts du secteur pour un contenu audiovisuel innovant mais aussi compétitif. Nous parlons de la promotion de la jeunesse à présent avec ce programme d'insertion professionnelle dédié à 23 000 jeunes, des jeunes de 6 régions de la Côte d'Ivoire. Donc un projet d'insertion de ces jeunes sur des projets structurants dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la transformation également des produits en vue de les rendre financièrement autonomes. Le reportage de Herman Yamia. Pour la phase 3 de la composante insertion professionnelle et emploi des jeunes du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, ce sont 23 995 jeunes qui en sont bénéficiaires. D'un coût global de 11,1 milliards de francs CFA, ce programme met un accent particulier sur les localités proches des frontières et sur le développement de projets structurants dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la transformation de produits. Le gouvernement déploie d'importants efforts pour soutenir les initiatives de développement et réduire la pauvreté. Face aux menaces terroristes, il est essentiel de ne pas céder aux promesses trompeuses de ceux qui cherchent à déstabiliser notre société. Agissez en citoyen responsable, en signalant aux forces de sécurité tout comportement qui pourrait mettre en danger la paix et la cohésion sociale. À cette cérémonie, 400 jeunes ayant participé à une formation sur les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO ont reçu les attestations de fin de formation. D'autres ont reçu des chèques pour entreprendre des activités génératrices de revenus et des bons de permis de conduire. Je remercie le président de la République et puis je remercie le président de l'emploi jeune. 300 000 que j'ai reçus là, ça peut m'aider à faire beaucoup de choses. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire. À cette cérémonie, plusieurs dons en équipement informatique et de mobilier ont été faits aux régions impactées. Nous sommes déterminés à continuer notre collaboration et à explorer ensemble toutes les opportunités pour l'emploi des jeunes, la paix et le développement durable pour cette région et toute la Côte d'Ivoire. La ministre de l'économie, du plan et du développement a indiqué aux populations
que ce programme témoigne de l'engagement du gouvernement à intensifier ses initiatives de développement en vue d'améliorer leur bien-être. Avec ces interventions, le gouvernement fait de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent une de ses priorités les plus importantes. Les bénéficiaires de ce programme sont les jeunes et femmes issus des régions du Bunkani, du Kiologo, de la Bagoué, du Folon, du Poro et du Kabadougou. Et ce point culturel avec les cérémonies de l'Abissa qui se sont achevées ce week-end après des jours de réjouissance et de purification du peuple Nzima Kotoko, une cérémonie qui marque aussi le début du nouvel an chez ce peuple. Les 7 familles qu'il compose ont dansé l'Abissa sur le roulement de l'Edon Bolé, le tambour sacré, un élément de Davis Oyo. Il est 2 heures du matin. Les Komelins du royaume Nzima sont de nouveau à l'œuvre. Avec elles, quelques membres de la communauté participent à une procession. Des va-et-vient de la place Abissa vers la mer, animés par des incantations, s'achèvent par le rejet du mauvais sort à la mer au petit matin. Nous sommes dans la cérémonie de purification où le Houdoulé, le Dongbolé, a été renversé. C'est l'Orevois à Afanché, la divinité du pardon de l'Abissa. En début de matinée, le roi va prendre son bain annuel de purification. Nous sommes dans le bois Kezo. C'est le retour en fanfare d'Aoulaye à Montanoé dans la tenue blanche, signe de pureté et de renouveau pour l'année à venir. Dans l'après-midi, le roi et la reine-mère effectuent une entrée triomphale à la place de l'Abissa. Une entrée synonyme du début du nouvel an chez le peuple Nzima. Jeunes, femmes, chefs de famille, chefs traditionnels et l'association Abissa se succèdent pour présenter les vœux au monarque. Dans son adresse au peuple, Aoulaye Amontanoui invite les Nzima et les parties prenantes à jouer pleinement leur rôle pour l'inscription de l'Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, et l'actualité internationale avec l'Australie qui a décidé d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. Une décision de responsabilité sociale. Le pays vient donc de se fixer à 16 ans, l'âge à partir duquel les mineurs peuvent désormais accéder aux réseaux sociaux. On en sait plus dans ce rapport de Alexis Ouetraogo. 16 ans, c'est l'âge qu'il faut désormais avoir en Australie avant d'accéder aux réseaux sociaux. Après une large concertation avec les familles, le Premier ministre Anthony Albanese annonce que les géants de la technologie et les plateformes de réseaux sociaux auront la responsabilité de s'assurer que les utilisateurs ont l'âge requis. Les médias sociaux nuisent à nos enfants et j'ai décidé d'y mettre un terme. J'ai parlé à des milliers de parents, de grands-parents, de tantes et d'oncles. Comme moi, ils sont très inquiets pour la sécurité de nos enfants en ligne. Je veux que les parents et les familles australiennes sachent que le gouvernement les soutient. Nous ne prétendons pas que les changements que nous allons légiférer vont tout régler immédiatement, mais ces lois absorbent les paramètres de notre société et contribuent à garantir les bons résultats. Cette disposition vise à protéger le jeune public australien des dérives de la vie en ligne. Meta, la société mère d'Instagram et Facebook, a déclaré qu'elle appliquerait toutes les limites d'âge que le gouvernement australien souhaiterait introduire. L'actualité hors de nos frontières ivoiriennes. Au Gabon, ce jeudi démarre la campagne électorale pour le référendum constitutionnel. Le vote est prévu le 16 novembre prochain et les Gabonais seront appelés aux urnes pour voter pour un oui ou un non sur le projet de la constitution du pays qui prévoit notamment un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Le référendum est le premier rendez-vous, on le rappelle, premier rendez-vous électoral pour les militaires au pouvoir au Gabon. Et l'actualité internationale marquée par les élections aux États-Unis, Donald Trump, 45e et maintenant 47e président des États-Unis. Un retour en triomphe à la tête des États-Unis. Le candidat républicain a remporté la victoire à la présidentielle américaine face à sa rivale démocrate Kamala Harris. Les républicains ont aussi repris le Sénat aux démocrates. Le parti de Donald Trump est aussi en bonne voie pour conserver la majorité de la Chambre des représentants et près
près de 24 heures après l'annonce de sa réélection. Un grand nombre de chefs d'État lui ont adressé leurs félicitations, tout comme le président Joe Biden, qui devrait d'ailleurs s'adresser à la nation américaine ce jeudi. Des félicitations au nombre desquelles celle de notre président, le président ivoirien Alassane Ouattara, sur son compte X. Il dit, et je cite, « Toutes mes félicitations et mes vœux de succès au président élu des États-Unis d'Amérique », a déclaré Alassane Ouattara. Il poursuit en disant « Je me réjouis de poursuivre avec lui le raffermissement des liens historiques d'amitié et de coopération ainsi que le partenariat stratégique entre nos deux pays ». Et c'est sur ces termes que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis. La suite de l'actualité, c'est à 15h puis à 20h avec Marie-Laure Ngoran. Et je vous dis bon après-midi sur RTI 1. Je vous retrouve lundi à 13h.